Je suis de la dernière génération qui a encore, si tu veux, ce prestige associé au diplôme. Mais déjà, je le vois qui s'effondre, parce que je vois que les diplômes, à trop d'égards, c'est comme du papier-monnaie. Et ton papier-monnaie, ta monnaie, elle peut se dévaluer. Ravi de vous accueillir encore une fois dans ce Geek Summit et j'ai l'immense honneur, l'immense responsabilité d'avoir un entretien avec Idriss Aberkane. Idriss Aberkane qui est auteur de plusieurs best-sellers comme Libérez vos cerveaux, qu'on a tous lu et relu. C'est mon bouquin de chevet. Bienvenue Idriss. Merci. Bienvenue au Geek Summit, bienvenue à Bruxelles. Je te remercie 1000 fois parce que tu es venu spécialement pour ça. Ouais. Tu as plein d'obligations. Ouais, mais ça fallait marquer le coup. Alors, après une présentation pareille, je tiens à préciser pour notre audience, je ne multiplie pas les pains, je ne ressuscite pas les morts et je ne marche pas sur l'eau. Juste pour être sûr qu'il reste Tu ressuscites l'espoir, Idriss. Tu ressuscites l'espoir dans la tête de beaucoup de jeunes. Moi, quand je parle de toi à la communauté Molen Geek, à plein de jeunes qui viennent se former, tu es une référence parce que tu as réussi à être bardé de diplômes, à faire des études de malade et en même temps de dire tout ce que j'ai fait, si je caricature un peu, mais tout ce que j'ai fait, j'aurais pu faire mieux sans le faire. Oui, non, c'est pas une caricature, c'est frontal, je le dis clairement. Je suis de la dernière génération qui a encore, si tu veux, ce prestige associé au diplôme, mais déjà je le vois qui s'effondre, parce que je vois que les diplômes, à trop d'égards, c'est comme du papier-monnaie, et ton papier-monnaie, ta monnaie, elle peut se dévaluer. Tu sais, par exemple, une livre sterling. Une livre sterling, ça représentait un demi-kilo d'argent. Aujourd'hui, avec une livre sterling, tu n'achètes même pas un kebab. Ouais. Donc, la monnaie papier s'est dévaluée. Ouais. Bon. Les diplômes, c'est pareil. Tu prends dans les années 80, tu avais ton diplôme de Stanford. Ils s'en foutaient d'avoir un crédit. Les étudiants avaient des crédits, 300 000 $ de crédit. Ils s'en foutaient parce qu'ils avaient un job tout de suite. Immédiatement, tu avais un emploi après ton diplôme de Stanford et l'entreprise, elle remboursait la moitié de ton crédit et ensuite, ton salaire remboursait le reste. Maintenant, c'est fini. Tu as les mecs de Stanford, ils sont au chômage. Donc, le diplôme s'est dévalué parce qu'il ne correspond plus à la réalité. Il ne correspond plus à la réalité économique, à la réalité d'un monde où les gens vont changer de métier beaucoup plus souvent, d'un monde où tu auras le télétravail. Tu vois, maintenant, les universités, elles sont en PLS aujourd'hui parce que qui va payer 40 000 $ par an pour aller à Harvard pour faire du télétravail? Personne. Si tu as 40 000 $ de budget par an, tu vas pas tout mettre dans Harvard. Tu vas dire c'est génial, je vais faire avec 15 000 déjà, avec 5 000 sur Internet, tu es déjà le roi absolu, tu peux prendre les meilleures formations que tu veux. Donc qu'est-ce que tu vas t'emmerder à mettre 40 000 dans Harvard si c'est pour apprendre de toute façon en distanciel? La seule différence, c'est le bout de papier. Mais si ce bout de papier ne te garantit pas l'emploi derrière, bah, rapidement, les gens vont se rendre compte que c'est de l'arnaque. En t'écoutant comme ça, Idriss, je me dis, est-ce que il faudrait pas mettre en place des formations en présentiel pour apprendre à avoir des formations en distanciel? Autant les faire en distanciel, tu vois, c'est un échec si tu fais ça. Si tu fais des formations en présentiel pour apprendre à faire du distanciel, c'est que tu sais pas faire du distanciel. Ouais, mais pour certains jeunes, j'ai l'impression que pour certains jeunes, ils ont besoin d'un petit canevas de départ, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, et se dire, ben, après, ils peuvent apprendre par eux-mêmes. Et je me dis, tiens, pourquoi pas mettre en place des formations. Ça, c'est vrai. Au début, pour les lancer, tu sais, ce côté un peu compagnonnage, le mentorat. Voilà, le mentorat, c'est une des raisons pour lesquelles les diplômes ont perdu de leur valeur, c'est que avant, l'enseignement le plus naturel pour l'humain, c'était le mentorat. Ouais. Tu avais un mentor, un maître qui avait fait le chemin, que ce soit architecte, tu vois, ferronnier, menuisier, ou même en finance. Enfin, en finance, tu n'apprendras jamais autant à l'école que tu apprendras avec un mentor en salle de marché qui pose des trades et qui t'explique ce qu'il fait. Tu n'apprendras jamais un mec dans un cours, dans un amphi, avec un prof qui lui apprend ce que c'est que le gamma, les indicateurs de trading et tout, ne t'apprendra jamais autant qu'un type en salle de marché qui dit « Regarde, je fais ça parce que ça, je fais ci parce que si. » Bon. Comment t'expliques ça? Parce que c'est la façon naturelle d'apprendre. L'être humain, si tu veux, les animaux apprennent comme ça. Bon, bah, nous, on est quand même, j'espère, un tout petit peu plus intelligents que les animaux. A priori, on peut apprendre encore mieux comme ça. Mais les animaux apprennent en regardant. Nous, on apprend en regardant. On a des yeux, on a des oreilles, on a une diversité sensorielle qui est issue de la nature.
Et on apprend comme ça en regardant quelqu'un faire. Ça a toujours été comme ça. Les médecins apprennent comme ça. C'est pour ça qu'il y a de l'internat. Donc, on a essayé d'enlever ça. Aujourd'hui, à l'école, à l'université, le mentorat n'arrive que par accident. Tu sais, un prof dont tu te rappelles, c'est un prof que tu vas voir après les cours. Ouais. Donc, le mentorat, ça arrive en dehors du cadre scolaire. Alors que ça devrait être au centre. En fait, le mentorat est en périphérie de l'école. Il est après les cours. Tu vas parler à ton prof, il te dit des trucs qu'il n'a pas dit dans les cours, mais c'est périphérique. Ben, si on remettait le mentorat au centre, on aurait une bien meilleure éducation. Toi, tu préférais qu'au lieu que le professeur soit là pour donner cours, qu'il soit là pour être mentor, en gros. Clairement. Et on sait que ça marche mieux. Tu prends là, un des meilleurs modèles éducatifs, et c'est pas un hasard s'il est né à cette période, c'est les bottégués de la Renaissance. Donc une bottega dans la Renaissance, c'est là que Léonard de Vinci a appris. Donc Léonard de Vinci, qui c'était? Pour bien cerner le phénomène. C'était un fils illégitime d'un petit village à la con, que personne connaissait. Mais Vinci, c'était la honte, je veux dire, c'était un paysan, quoi. Bon. Donc c'était Léonard le paysan. Concrètement, c'est ça que par rapport à Florence, c'était Léonard le paysan. Bon. Tu me cites le nom de la ville la plus paumée de Belgique, c'était la même idée. Il n'était pas de Bruxelles, il était d'un endroit complètement périphérique. Et il est mis dans l'atelier, parce que son père voit qu'il dessine dans la campagne, il voit que ses dessins sont bons, et son père fait tout pour le mettre dans l'atelier d'un type qui s'appelle Verrocchio, et qui est un des plus grands artisans de Florence. Il a un atelier où lui, il doit livrer des trucs. Donc il ne peut pas s'encombrer d'un élève qui ne va pas apprendre. Il doit le livrer, et puis il livre de tout. Il livre des machines, il livre des morceaux d'architecture, il livre des sculptures, il livre des peintures. Il a des livrables avec un carnet de commandes. C'est le début du learning by doing. Oui. Et en plus, tu as tous les corps de métier. Donc, il voit les architectes, il voit les sculpteurs, il voit les ingénieurs, il voit tout, et il apprend. Parce qu'évidemment, Léonard de Vinci avait des capacités d'apprentissage, mais le feu est allumé comme ça. Eh bien, la bottega de la Renaissance, c'est l'ancêtre du Fab Lab aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même mieux que le Fab Lab, parce que les Fab Labs aujourd'hui, il n'y a pas cette finalité, tu n'es pas confronté à la vraie vie que tu dois livrer des clients. Tu n'es pas confronté à la vraie vie que si jamais le client n'est pas content de ce que tu as fait, il ne le prendra pas et ton travail ne durera pas. Et en fait, c'est le problème des thèses aujourd'hui. Personne lit les thèses. Thèses de master, personne lit les thèses de master. Les thèses de doctorat, personne ne les lit. Tu as quelques exceptions. Ah oui, quand même, tu as telle thèse ou telle thèse, elle a été lue. Mais en majorité, elles ne sont pas lues. Pourquoi ? Parce que quand tu produis quelque chose pour tes pairs, en général, tu produis des produits tout pourris. Regarde un défilé de mode. Un défilé de mode, ce sont des couturiers qui font des vêtements pour impressionner d'autres couturiers. Bah, quand tu fais des vêtements pour impressionner d'autres couturiers, tu fais des vêtements que personne ne va jamais porter. Donc tu regardes un défilé de mode haute couture, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui portera ça un jour? Même Karl Lagerfeld le disait. Vous savez, il y a une vraie différence entre le défilé et les trucs qui sont faits pour être portés. D'ailleurs, même Karl Lagerfeld disait je préfère les trucs qui sont faits pour être portés. Eh bien, l'éducation, c'est pareil. Elle est tellement en circuit clos maintenant, elle est tellement entre les pairs, genre tu fais une thèse pour impressionner tes pairs. Pas pour servir l'humanité, pas pour essayer de résoudre des problèmes que les gens pourront appliquer, pas pour que ta thèse soit lisible par n'importe qui. Non, tu fais pour qu'elle impressionne un professeur qui a une plus longue carrière que toi. Du coup, personne ne va la lire. Donc, le public cible dans ta thèse, c'est pas le bon public pour que ça fonctionne. Mais ça, c'est valable dans la recherche en général. Le public cible dans la recherche, c'est les pairs, c'est pas l'humanité. Et les très grands chercheurs, ils faisaient de la recherche pour l'humanité. Avec l'humanité comme public et avec l'humanité comme finalité de leur recherche. Mais aujourd'hui, malheureusement, on fait de la recherche que pour impressionner ses pairs. Pas que, il y a encore des très grands chercheurs, ça existe. Mais la majorité des chercheurs et des universitaires font de la recherche pour impressionner leurs pairs. Et ça, c'est une consanguinité absolument inacceptable qui fait que comme c'est les mêmes qui donnent les cours en université, bah leurs cours sont complètement déconnectés de la réalité de terrain. Et c'est pour ça que la grande recherche aujourd'hui, elle se fait de plus en plus dans le privé. Ouais. Pourquoi c'est Elon Musk, on en parlera demain pendant ma keynote, pourquoi c'est Elon Musk qui est parvenu à faire jouer un singe avec un implant neuronal? Non mais, j'aime pas ce qu'il fait parce que j'aime pas la raison pour laquelle il le fait, mais personne dans les laboratoires n'était parvenu à faire ça. Personne. C'est tous les universitaires qui tournent en vase clos, comme Stanislas Dehaene ou comme d'autres, eh bien, étaient incapables de faire ça. Malgré l'argent qu'ils consomment de l'État. Parce qu'en plus, ils crament de l'argent public, ces gens-là, en énorme quantité. Musk, sans argent public, il est parvenu à te faire jouer un singe à Pong avec une interface neuronale directe. Pourquoi c'est dans sa boîte que ça s'est fait? Parce qu'ils avaient des livrables. Parce qu'il avait recruté des gens sur leurs livrables, il leur avait dit « vos diplômes, je m'en fous, je veux que vous soyez… » Et en plus, il essayait à tout prix
d'écarter les universitaires, parce que tu sais bien que la première chose que va dire un universitaire quand tu fais un projet comme ça, c'est « tu peux pas ». Tu peux pas parce que moi j'ai pas pu, parce que Smith il a pas pu, parce que Johnson il a pas pu, et parce que dans notre grand journal de ce qu'on a pu faire ou pas, on a dit qu'on pouvait pas. Les mêmes universitaires qui avaient dit que Google pourrait jamais battre un joueur de jeu de Go. Bah, quand ils ont vu le gars, ils ont dit ah oui mais on aurait pu le faire. Moi je les avais interviewés à l'époque. Les gars qui te disaient non mais c'est impossible le jeu de Go. Un an après Google, moi on aurait pu le faire. Ça, vous savez Google c'est pas grand chose. Bon. Et ça tant qu'on continue cette fracture entre le monde réel et le monde académique, bah, on crée une situation dramatique où en fait, à un moment, c'est Google qui va remettre les diplômes. À un moment, c'est Apple qui va remettre les diplômes. C'est ouf ce que tu dis, on va revenir par rapport à ça, parce qu'on a parlé du mentorat, on a parlé de l'expérience des personnes dans la vie réelle et dans la production. Déjà, on va parler Google, tu dis Google remet les diplômes. Déjà, Google et Facebook et certains grands noms de la tech n'ont plus cette base de diplômes pour recruter. Ouais. Tout à fait. Comment ils fonctionnent? Ce qu'a dit, mais aussi bien Elon Musk que les Google Boys que Mark Zuckerberg, ce qui compte, c'est les livrables. Donc, le patron de Google Maps à Zurich, il n'a même pas son bac. Alors peut-être qu'il l'a maintenant par équivalence quand même, tu vois. Ouais, mais au moment où ils sont intéressés à lui, il ne l'avait pas. Tout simplement parce que dans le recrutement, mais dans la vie en général, ce qui compte, c'est ton œuvre. Ton œuvre. Operare, hein, en latin et en italien. Mais bon, ton œuvre. L'école, la formation, quand t'en sors, t'as quasiment pas d'œuvre. T'as quasiment pas d'œuvre. T'as des petits projets d'école qui, parce qu'ils ont été faits pour impressionner tes profs ou parce qu'ils ont été faits pour impressionner tes pairs, sont pas montrables sur Internet, pas présentables au monde. Que faisaient les ateliers comme l'atelier de Verrocchio pour Léonard de Vinci? Ils te faisaient faire ton chef-d'œuvre. Capolavoro en italien. Ton chef-d'œuvre. Ton chef-d'œuvre, ça voulait dire quoi? C'était l'œuvre qui allait représenter toute ta formation. C'était pas, comme on dit aujourd'hui, le chef-d'œuvre de Léonard, c'est la Joconde. Non. C'était l'œuvre qui représentait ta formation, ce que tu avais appris. Donc tu mettais dans ton œuvre des choses que tu avais apprises. Un genre portfolio. Il suffisait de regarder l'œuvre pour voir que tu étais compétent. Il suffisait de regarder le David de Michel-Ange pour voir qu'on lui avait donné, en plus que David, c'est une histoire de dingue, on lui avait donné un bloc de marbre tout pourri. Et lui, juste pour faire un gros fuck à tout le monde, en fait, il a décidé de faire un chef-d'œuvre. Et il a fait comme ça le David qui est exposé à Florence et qui est une des plus grandes sculptures de tous les temps. Donc, l'éducation, elle devrait se concentrer sur la production d'œuvres. Mais les profs veulent pas. Tiens, un élève, comment ça, quelle prétention t'aurais à faire des œuvres? Et ça existait déjà pendant les ateliers de la Renaissance. Quand tu avais par exemple le Tintoret, très très grand peintre vénitien, il était dans l'atelier de Titien, bah, Titien l'a viré, parce qu'il était trop bon. Il était trop bon, oui, mais bon, bah, il a créé son propre atelier, et puis c'est bon, tout le monde connaît Tintoret à Venise, c'est un des plus grands peintres de tous les temps. Donc, si l'école se concentrait, mais depuis la maternelle presque, jusqu'à l'université, se concentrait uniquement, tu n'as plus besoin de notes quand tu as des œuvres. Tu n'as plus qu'à les montrer, tes œuvres. Et tes œuvres, dans tout métier, tu peux produire des œuvres. Un ingénieur, il a des œuvres. Et Léonard de Vinci se présentait comme un ingénieur, pas comme un artiste. Et quand il cherchait de l'emploi, il allait à Milan, il faisait faire une lettre. En plus, comme il ne parlait pas latin, il la faisait écrire par quelqu'un d'autre. Et il disait, je suis ingénieur, je peux faire des ponts, je peux faire des machines de guerre, je peux faire des trucs. Il avait des œuvres à présenter. Parce que depuis qu'il était petit, l'œuvre, c'était la seule raison de son éducation. Et lui, déjà, on lui reprochait de ne pas avoir de diplôme. Combien de fois tu avais des gens de l'université de Bologne, des gens de l'université de Cambridge, d'Oxford ou de la Sorbonne qui disaient, ou de Naples, qui disaient, mais c'est qui lui? Et lui, il se présentait en disant, je suis Léonard, disciple de l'expérience. C'est-à-dire, je suis issu de l'expérience. Il disait, l'expérience, c'est le maître de leur maître. Eux, tous ces gens qui ont fait Bologne, Cambridge, Oxford, ils ont eu des maîtres. Ben, le maître de leur maître, c'était l'expérience. Moi, je suis allé prendre directement mes cours auprès de l'expérience. Ben, il faudrait revenir à ça. Et comment tu valorises ça aujourd'hui? Comment on pourrait valoriser maintenant, quand on nous voit tous les deux là à l'écran, on a une personne qui a un background académique impressionnant comme le tien. Et puis il y a un côté en face de toi. Mais t'as plus réalisé que moi. Non, mais je veux dire, t'as plus réalisé que moi. Mais au niveau académique, je veux dire, au niveau académique, j'ai déjà pas plus réalisé que toi, mais au niveau académique, j'ai pas réalisé grand chose. Une réalisation académique ne vaut que si elle sert l'humanité. Donc tu as des réalisations académiques qui servent l'humanité. C'est même, j'espère, la majorité. Mais tu as des réalisations académiques qui sont complètement circulaires, qui sont juste des jeux comme ça, de citations, de je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Tu n'as pas idée de comment le monde académique aujourd'hui est devenu.
et comment en fait c'est devenu une sorte de vase clos dans lequel tu as une énorme partie du travail qui est complètement perdue. C'est une question qu'on pose beaucoup à Idriss. Après, on va aller vers le chat pour voir les questions qu'on a. Mais c'est une question qu'on pose beaucoup. C'est que tu as des idées claires par rapport au diplôme, à l'école et tout ça. Mais tu as fait tellement d'études en même temps. Parce que j'ai eu l'expérience de ça. Moi, justement, je peux témoigner aujourd'hui. Tu sais, tu lèves la main et tu témoignes. Parce qu'après tout, un humain, c'est aussi un témoin. Ouais. Moi, je peux témoigner d'avoir vu cette transition d'une époque où, en fait, si j'avais commencé à entreprendre, et à œuvrer. Au lieu de dire entreprendre, on va dire œuvrer, produire des choses. Au lieu de faire des diplômes, voilà, à la limite, j'aurais passé ma licence, mais bon, pas plus, tu vois. Pas master, 3 doctorats. Si j'avais commencé à œuvrer tôt, j'aurais accompli beaucoup plus aujourd'hui. C'est une réalité. Ça ne m'aurait pas empêché d'écrire des livres, ça ne m'aurait pas empêché de faire des conférences, ça ne m'aurait pas empêché de former des dirigeants d'entreprises ou de pays. Mais j'aurais pu réaliser plus. Et cet opérare, si tu veux, c'est vraiment quelque chose qu'on a enlevé des élèves. Et c'est pour ça qu'ils dépriment. Parce que quand tu œuvres, quand tu as produit un livrable, tu es satisfait. Pourquoi tu vois des ingénieurs de la NASA, tu avais le cas d'une ingénieure de la NASA qui a tout plaqué pour faire des macarons. Tu as le cas, et elle a cartonné. Tu as le cas d'une architecte ukrainienne, elle s'appelle Dinara Kasko. Elle est légendaire, tu vas sur Pinterest, Dinara Kasko. Elle a tout plaqué l'architecture pour faire des gâteaux. Et elle a utilisé ce qu'elle a appris en architecture pour faire des gâteaux géométriques. Et elle vend les moules et tout. Et en fait, elle fait des gâteaux. Et pourquoi? Parce que, pourtant, dans l'architecture, tu livres aussi. C'est censé être opérare aussi. Oui, mais maintenant, les chantiers étant ce qu'ils sont, tu vas passer ton temps à faire de l'administratif et à faire du prospectif. Et quand tu ne vois pas les fruits de ton travail à la fin de la journée, notre cerveau, il est fait pour se satisfaire de ce qu'il a produit en fin de journée. Une énorme quantité des dépressions au travail vient du fait que tu as l'impression de pédaler dans le... Pourquoi j'ai fait cet Excel? Pourquoi j'ai fait ce document que personne ne va lire? Pourquoi j'ai rempli ce formulaire à la con? Et tu fais ça pendant 6 mois et tu es sous Prozac. Ouais. Et l'école t'a appris à faire ça. L'école t'a dit que si tu faisais ça, tu étais sur la bonne voie. L'école t'a dit oui, remplir des fiches qui servent à rien, par exemple des examens, par exemple des exercices corrigés, tout en que tu n'as pas livré quelque chose avec ce que tu as appris. C'est normal, c'est la bonne voie, ça va être comme ça toute ta vie. L'école, elle te prépare à être dépressif et au boulot, tu le seras aussi. Donc, je veux un monde où les gens sont épanouis parce qu'ils seront économiquement productifs. Okay. Et c'est ça qu'il faut faire pour l'opéra. On en discutait la dernière fois. On est d'accord que toi, tu préfères que ton chirurgien soit diplômé. On est d'accord. Oui, mais, tu vois, mais expliquons pourquoi. Ouais. C'est même pas diplômé. Ouais. Parce que, est-ce que tu appelles le permis de conduire un diplôme? Pour moi, ouais, c'est le seul que j'ai. C'est pas un diplôme. C'est pas un diplôme. Ah ouais, c'est toute ma fierté. Mais voilà. Il n'est pas reconnu comme un diplôme. Je suis désolé. L'État belge, il appelle pas ça un diplôme. Il appelle ça un permis. Donc, le chirurgien, en vrai, t'es pas content qu'il soit diplômé. T'es content qu'il ait son permis d'exercer. Le pilote, t'es content qu'il ait son permis d'exercer. Et d'ailleurs, c'est là qu'il faut faire la différence entre la note et la correction. Parce que pour apprendre, t'as pas besoin de notes, c'est un fait. Pour apprendre, t'as pas besoin de notes. Singapour enseigne sans notes. Bon. Mais ça ne veut pas dire que la note est inutile. La note, elle sert à évaluer. Le médecin, je suis très content qu'il ait été noté. Le pilote d'avion, je suis très content qu'il ait été noté. Ce que tu veux, l'architecte, je suis très content. L'ingénieur, je suis très content qu'il ait été noté. La note, ça sert à évaluer. Bon. Mais si tu veux enseigner à quelqu'un, il faut juste le corriger. L'école, elle n'a pas le temps de séparer correction et note. Donc, à l'école, à chaque fois que tu as une correction, elle est notée aussi. Et ça a comme effet pervers de faire que tu as des gens qui sont dégoûtés de la correction. Parce qu'ils se sont pris une mauvaise note 2 fois, 3 fois, 4 fois en maths, ils se disent « je suis de la merde de toute façon, j'y arriverai jamais, donc je ne veux plus être corrigé en maths ». Or, si tu veux apprendre, et on en revient à l'atelier, il faut que tu prennes plein de corrections par jour. Par exemple, un jeu vidéo, un simulateur de vol. Tu passes des heures dans un simulateur, tu es corrigé toutes les secondes. Tu bouges le manche, tu vois que l'avion il plonge. Tu redresses, tu vois que l'avion il remonte. Bon. Tu essaies de le poser, tu essaies de décoller, tu apprends qu'il faut mettre les gaz à fond. Donc, tu fais une erreur dans un simulateur, tu vois tout de suite les conséquences. Tu es corrigé tout le temps. C'est pour ça que les jeux vidéo sont si bons pour enseigner, parce qu'ils te corrigent tout le temps. Mais il n'y a pas que les jeux vidéo. Les jeux tout court, ça peut être le foot, ça peut être ce que tu veux. Un mentor, comme il te donne beaucoup de son attention, il te corrige souvent. Et tu es content d'avoir son attention, parce que tu es dans une relation de mentorat, tu ne te fais pas juger. Mais il y a des élèves à l'école, ils sont tellement dégoûtés de la correction qu'ils font tout pour éviter l'attention du professeur. Et c'est ça qui va créer des inégalités aussi. On croit que les inégalités, elles viennent du fait, tu sais, c'est le bon vieux cliché qu'encore plein de professeurs d'université continuent d'entretenir, qui dit qu'en fait, les inégalités scolaires,
allez, on va pas le dire, mais elles sont génétiques. Et puis en réalité, non mais t'en as qui le disent. Hein. T'as les mecs comme Franck Ramu qui te disent, bon, ils le disent gentiment, ils te disent, oui, bon, on voit bien qu'il y a des problèmes, des inégalités qui se renforcent par la génétique. Ah, bon voilà, mais concrètement, tu sens bien que derrière, ce qui veut te glisser, c'est qu'elles sont génétiques. Et que donc, tu as des mauvais élèves et puis tu as des bons élèves. Et c'est comme ça, il faut tout de suite séparer les bons des mauvais. Comme ça, ils perdront pas de temps. Ça, c'est la mentalité française. Donc, les concours, les grandes écoles, etc. Bon, il y a plein d'autres pays qui, sans l'école polytechnique, ont juste mis un drapeau sur la Lune. Je veux dire, si on avait le monopole de l'excellence, ça se saurait. Mais fondamentalement, c'est pas du tout ça la base de l'inégalité scolaire. La base de l'inégalité scolaire, c'est que tu as des élèves qui très tôt sont dégoûtés de la correction. Ils s'en rendent même pas compte, ils ne sont pas au courant qu'ils sont dégoûtés de la correction, mais dès qu'ils ont un événement de correction, ils sont terrorisés. Ils se mettent en PLS, ou ils se recroquevillent sur eux-mêmes, et ils ne veulent pas de l'attention du prof. Et tu as des élèves qui, pour plein de raisons, parce que leur famille les a déjà préparés, etc., veulent l'attention du prof. Et eux, ils vont se mettre au premier rang. Et ils vont recevoir plein d'attention du prof. Et quand tu reçois plein d'attention du prof, tu es corrigé plus souvent. Et en plus, tu demandes à être corrigé, maîtresse, est-ce que j'ai bien fait? Et du coup, tu apprends plus vite. Les inégalités scolaires, selon moi, minimum la moitié viennent de ce phénomène. Du fait que tu as des gens qui sont rentrés et qui sont dégoûtés de la correction très tôt, et que tu en as d'autres qui sont accros à la correction. Et ces gens qui sont accros à la correction, moi j'en ai été. Et je sais quel est leur vice. Leur vice, c'est qu'ils préfèrent le bisou du prof à la vérité. Si demain le prof il dit, et ça, tu l'as vu dans plein de cas, l'expérience de conformité de H, des expériences de psychologie où tu vois que quand l'autorité dit un truc, en fait le bon élève il est là, ah bon, d'accord, je vais faire comme vous avez dit maîtresse, même si c'est moralement inacceptable, même si c'est mal, je vais le faire parce que je suis tellement accro à votre attention comme un petit chien accro à son sucre que je vais faire ce que vous me demandez. Et ça, ça t'a donné l'expérience de Lucifer, la prison de Stanford. Les pires cas, tu sais, tous les nazis à Nuremberg avaient un QI très élevé. Prends Göring, il avait un QI de 160, enfin, ils avaient tous un QI très élevé. Et tu vois en fait de qui ils s'entouraient, c'est-à-dire d'autres personnes qui étaient excellentes à l'école et qui étaient tellement accros à la réponse de l'autorité, c'était leur drogue. Ils avaient besoin qu'il y ait une figure d'autorité qui leur dise « t'as bien fait ». Non mais j'ai tué des gens, ouais mais t'as bien fait, c'est pas grave. Et ça c'est le vice fondamental de former une génération qui est accro à l'attention. Donc, avec le mentorat, tu auras une correction spontanée, où c'est l'élève qui va chercher la correction, qui essaie de se corriger lui-même au maximum, et qui n'en est évidemment plus dégoûté. Et qui, le plus tôt possible, est autonome. Parce que la première contrainte quand tu es dans une bottega avec Léonard, c'est que Verrocchio, il ne peut pas donner son attention à tous les élèves. Donc il faut qu'il devienne autonome le plus vite possible. En s'aidant des autres élèves, en échangeant, là tu as du pair à pair, mais entre élèves, pas professeur-élève, et qui est vu comme du pair à pair malgré tout, parce qu'au fond, tu dois impressionner ton prof quand tu remets ton devoir, etc. Bon. Eh bien, là, tu as les écoles, comme l'école 42, qui commencent à aller dans cette direction. Et l'école 42, c'est marquant parce que très rapidement, ils se sont hissés en haut des classements des meilleures écoles de programmation. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout misé sur la vraie vie. Ils avaient tout misé sur des compétences dont, dans la vraie vie, on sait qu'elles allaient être demandées. L'école 42, ils ne faisaient pas ça pour impressionner un agrégé en informatique ou que sais-je. Il faisait ça pour faire un développeur qui soit parfaitement à l'aise en situation de développement. C'est ça que l'école devrait faire. On parle beaucoup de compétences par rapport à l'environnement professionnel, donc pour trouver un emploi ou développer ses projets, des choses comme ça. Beaucoup de personnes viennent nous voir en nous disant que l'école, ce n'est pas que ça. L'école, c'est aussi informer, éduquer et éveiller les élèves à s'épanouir à d'autres choses. Moi, je veux bien. Ouais. C'est une très bonne mission. L'éveil et l'épanouissement, c'est très bien. Mais moi, il n'y a qu'en politique que j'en entends parler. Dans la salle de classe, alors, le pire, c'est le cas français. Parce que dans le cas français, si tu veux, tu as eu cette structure pyramidale totale, avec un corps d'inspection, etc., qui fait que le prof, il a 0 degré de liberté. Il a un programme qui doit réciter, point. On pourrait mettre un robot qui récite le manuel, ça serait, pour un inspecteur, ça serait parfait. Un robot qui connaîtrait le manuel par cœur, pour un inspecteur, ça serait mieux qu'un prof. Il y a un problème, là, quand même. En termes de conformité, il serait parfaitement conforme au manuel. Bon. Et parce que un bon inspecteur, évidemment, il va dire « mais non, mais il y a l'émotion, il y a l'entrain ». Oui, mais c'est noté nulle part dans votre grille. Donc quand vous évaluez un prof, c'est noté nulle part. Alors moi, je veux bien que les bons inspecteurs, ils le prennent en compte quand même. Mais dans les grilles d'évaluation des profs en France qui déterminent leur carrière, le seul truc qui est noté, c'est la capacité à réciter les circulaires du ministère. Et où l'épanouissement là-dedans?
Et c'est pour ça que le jeu vidéo peut être une solution. Moi j'ai eu la chance de voir Game of Logos en exclu, hein, un des jeux vidéo sur lequel tu bosses énormément. Ouais, c'est mon projet, c'est mon œuvre ça. Et je regrette de ne pas l'avoir commencé plus tôt. Et je voudrais quand même préciser aux personnes qui nous regardent, tu vas nous faire un talk dessus demain. Tout à fait. Ouais. Demain, en exclusivité. L'État, donc c'est la V3 de Game of Logos. On a eu une toute première version qui était en 2D, qui était dans ma thèse. Maintenant, ma thèse est publiée, on peut la voir. Il y a eu une version intermédiaire qu'on avait livrée pour le Maroc. Et maintenant, on a la V3 qui est full 3D et disponible, etc. avec des musiques assez stylées, mais j'en dis pas. Je l'ai vu vraiment, je l'ai vu en exclu. J'ai eu ce privilège-là parfois. Hein. Parfois, j'ai des privilèges. Et vraiment, c'est un truc qui est bluffant, c'est un jeu qui est bluffant, qui est entraînant. Je suis content que tu dises ça parce que et vraiment chapeau. J'aurais pu le livrer plus tôt. Non, mais c'est pas grave. Si j'avais commencé, parce que l'idée de Game of Logos, je l'ai eu en 2010. Ouais. Ça fait 11 ans. Ouais. Mais juste l'idée. Et entre le moment où je commence, alors en plus, comme j'étais toujours à l'université, voilà, 2010, je commence ma première thèse, je finis ma dernière thèse en 2016. J'aurais pu passer ce temps-là à lever des fonds. Ouais. J'aurais pu passer ce temps-là à aller voir des investisseurs, à leur dire, le mec de Duolingo, par exemple, bah, il était à l'université, il a tout plaqué pour faire Duolingo. Ouais. Et tu sais bien qu'aux États-Unis, tu as par exemple Bill Hewlett et David Packard, leurs profs leur disaient, écoutez, vous perdez pas de temps avec mes cours. Enfin, c'est leur propre prof qui disait ça. Vous êtes trop bons, vous êtes bricoleurs, vous faites des oscilloscopes, perdez pas de temps avec mes cours, allez dans votre garage et faites des radios, faites des oscilloscopes. Et c'est lui qui les a encouragés, qui leur a dit ne passez pas votre master, faites votre entreprise. Ouais. C'est toi qui m'avais parlé d'une prime qui existe aux États-Unis. Ouais, la bourse Thiel. La bourse Thiel, alors, elle est donnée par Peter Thiel et elle a été donnée à Vitalik Buterin, qui est le créateur, enfin un des architectes importants du réseau Ethereum. Ouais. C'est pas rien. Hein. Ouais, c'est pas rien. Ethereum, je pense en market cap aujourd'hui, ils doivent être à 400 milliards, un truc comme ça. Ah ouais. Vitalik Buterin, qui a la vingtaine, il faisait une licence à l'université, je crois que c'était de Waterloo, au Canada. Et Peter Thiel lui a dit, bah voilà, on te file 150 000 $ si tu nous promets que tu signes, que tu finiras pas ton diplôme. J'aurais dû le rencontrer, ce type. Ouais, bah, tu peux le rencontrer facilement. Hein. Tu as déjà rencontré Sundar Pichai, Satya Nadella. Easy, hein, tu rencontres Vitalik Buterin quand tu veux. En tout cas, c'est ce qui se fait, ça va totalement en contre-courant et sur ce qui nous a été appris, sur ce qui nous voilà. Mais en tout cas, Game of Logos, moi je trouve vraiment que ça peut être un outil qui peut révolutionner le système d'apprentissage. Tu vois, le système d'apprentissage. Et ça, donc je vous donne rendez-vous demain pour voir le talk qu'on aura d'Idriss en exclusivité sur Game of Logos avec une vidéo, une présentation totale. Et on prendra aussi vos questions. Et là, maintenant, on va prendre les questions de Sarah du chat. Elle va nous les donner en exclu. On t'écoute, Sarah. C'est vrai que la majorité des interventions, c'est pas trop des questions. Ok. Les gens, ils sont le chat s'enflamme. Idriss, hein. Donc, le chat s'enflamme beaucoup. On nous demande ici, justement, est-ce que tes diplômes Idriss n'ont pas été la clé pour former des dirigeants? Bah, en fait, non. Il faut savoir que mes diplômes n'ont juste été qu'une source d'attaque. Parce que j'ai passé 3 doctorats de 2010 à 2016 et qu'il y a des gens qui ne m'ont jamais pardonné. En plus, en France, il faut savoir qu'en France, il y a une culture qui pense que l'État a le monopole de l'enseignement, ce qui est complètement faux. Aux États-Unis, Stanford, c'est une fac privée, évidemment. Et donc, comme j'ai passé un doctorat dans une fac qui n'était pas d'État, et c'est d'ailleurs de loin mon meilleur doctorat, les cours étaient extraordinaires. Il y avait des ministres et des diplomates et des généraux comme profs, c'était très au-dessus du doctorat que j'ai fait à Polytechnique. Et comme j'ai commencé à dire ça dans la presse, j'ai dit, vous savez, j'ai 3 doctorats, il y en a un qui est parmi par l'État, et bien, il était bien meilleur que Polytechnique. Bon, du jour au lendemain, oulala, Vercagne, il raconte des conneries, il ne faut pas l'écouter. Bon. Donc, essentiellement, ça m'a rien apporté, j'insiste, à part mes œuvres à moi. Mais le pire, c'est que j'ai produit des œuvres à partir de mes thèses. Mais je me rends vraiment compte que j'aurais dû aller direct aux œuvres, plutôt que de faire un truc où, quand tu écris une thèse, chaque ligne, elle n'est pas faite pour toi, elle n'est pas faite pour le public, elle est faite pour le professeur Schmitt. Okay, c'est tout. Donc, elle est faite pour impressionner. Et le professeur Schmitt, il y en a 3-4 autour de toi qui vont parcourir la thèse vite fait, qui vont gueuler s'il n'y a pas la ligne qui est faite pour eux, parce qu'ils sont juste câblés comme ça. Mais ensuite, personne ne la lira à cause de ça. C'est la raison pour laquelle personne ne lit les thèses. Alors que tu mobilises 3 ans du travail d'un jeune, mais on devrait les lire, ces thèses. Elles devraient être super intéressantes à lire. Par exemple, tu as Serge Tisseron, psychologue français, il a fait la préface de mon livre. Lui, il a fait une thèse en bande dessinée. Alors, il a dû en faire 2, parce qu'évidemment, jamais son jury aurait accepté. Il a dit, fuck,
Je vais faire une version pour vous, là, et une version en bande dessinée. Très intelligent. Elle est encore lue aujourd'hui. Alors qu'il a la soixantaine, Serge Tisseron. Elle est encore lue aujourd'hui. Bah, mais bon, personne ne fait ça parce qu'il a travaillé 2 fois plus. Mais j'aurais dû, moi, vraiment, me mettre direct à l'œuvre. Plutôt que de faire un truc juste pour impressionner professeur Schmitt, j'aurais dû faire directement une œuvre pour le service de l'humanité. On demande ici, Question existentielle, une personne moins diplômée vaut moins qu'une personne diplômée. Bah, c'est pour toi. Ça va compliquer. Je peux répondre là. Ibrahim gère plus de gens que moi. Point. Et il est au conseil d'administration d'une grande boîte belge. Donc non. Et puis alors, il y a des cas de personnes pas diplômées. Léonard de Vinci n'était pas diplômé. Donc non. Si je peux rebondir, c'est c'est encore une fois, c'est le seul système d'évaluation qu'on a actuellement. C'est la note et donc le diplôme. Le vrai challenge, c'est de trouver comment on fait pour évaluer l'œuvre. Quand tu dis on, parce qu'en fait ton œuvre, elle est déjà évaluée. Okay. Tu vois, elle est déjà évaluée. Dans la vraie vie, les gens qui te font confiance pour être au conseil d'administration de Proximus, les gens qui te font confiance pour diriger Molengeek, Satya Nadella qui vient, ou Sundar Pichai, Sundar Pichai qui vient. Ça y est, ils l'ont ton œuvre. Okay. Donc ils l'ont évaluée. C'est juste que ce bon sens de la vraie vie et ces critères d'évaluation qui sont tangibles et concrets, bah, c'est juste qu'on les a écartés du monde universitaire. Tu sais, on dit que c'est une tour d'ivoire. En fait, on sait vraiment, cette consanguinité a fait qu'on a perdu des choses qui sont des éléments de bon sens. Et Nassim Nicolas Taleb, il en parle tout le temps. Nassim Nicolas Taleb, il a écrit toute cette série de bouquins qui s'appelle Incerto, où il dit à quel point le monde universitaire est devenu en vase clos, consanguin, et s'est éloigné des principes même de bon sens qui lui ont permis d'exister au départ. Donc on sait évaluer l'œuvre, et toi, t'es la preuve qu'on évalue l'œuvre. Merci. Vraiment, venant de ta part, vraiment, ça me touche énormément. Non, merci mec, beaucoup. Je fais pas ça pour te toucher. Juste en France, c'est vrai que ton cas n'aurait sans doute pas pu exister. C'est vrai, pourquoi? Parce que dans les boîtes du CAC 40, il est hors de question de mettre un non-diplômé à la tête, sauf s'il a créé la boîte, comme Xavier Niel. Ah, okay. Mais il est hors de question de mettre un non-diplômé à un COMEX. Aujourd'hui, en France, on est complètement coincé là-dedans, vraiment. Et c'est à cause de ça que l'économie française se porte pas bien, au passage. Ok. Ben écoute, merci pour la Belgique qui est innovante. Et vous voyez, on bouge des lignes, mieux que la France, donc on peut en être fier. Yessi nous demande dans le chat à partir de quand le jeu sera disponible. Alors, nous, on sort pour le grand public en septembre. Voilà. Mais le jeu, il est déjà disponible pour les entreprises. C'est ça le truc, il était disponible même l'année dernière, etc. On a commencé des petits prototypes. Mais une sortie sur l'App Store, on n'a pas fait beaucoup de levée de fonds pour l'instant. Donc, ça sera septembre. C'est le target qu'on s'est fixé pour une sortie App Store. Et Inch'Allah. On nous dit, Amélia nous dit, pour revenir à ce que vous disiez là tout à l'heure, ça m'a fait penser à l'un des cofondateurs de Branch quand on a été aux USA. Si je me souviens bien, il a plaqué ses études d'UNIF pour les rejoindre. Le gars, il est millionnaire et à la vingtaine. Ok, là je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai amené les jeunes à la Silicon Valley. Je voulais qu'ils se fassent leur propre idée, donc je les ai amenés en 2017. Il y a eu toute une histoire. Je refais la petite parenthèse, mais on nous a retiré nos ESTA 9 heures avant le décollage. Il y a eu parce qu'on aime, je sais pas, on nous a pas donné de raison, mais en gros, pilosité faciale. Peut-être. Mais on était une quinzaine, on nous a retiré nos ESTA 9 heures avant le décollage. Il y a eu presque un incident diplomatique entre la Belgique et les États-Unis. Comment tu dis? T'as appelé Google? Non, j'ai appelé le Premier ministre ici et ça s'est arrangé. Le lendemain, on a pu partir. Ils ont réactivé nos ESTA, donc ça s'est arrangé. Donc on les a amenés à la Silicon Valley. C'était super inspirant parce qu'on logeait à San Francisco et tu connais, toi tu as fait tes études là-bas. J'étais prof de MBA, non j'étais chercheur d'abord. Chercheur, ouais. Donc j'ai pas fait mes études, mais j'étais chercheur à Stanford 1 an en mathématiques. Et d'ailleurs les travaux que je sors en mathématiques maintenant sur Archive viennent de cette période-là essentiellement. Mais aussi j'ai été professeur dans le MBA de Mazars, le cabinet d'audit au compte, pour l'expédition de la Silicon Valley. Donc j'emmenais des cadres de grandes entreprises françaises et je leur faisais des cours sur l'histoire de la Silicon Valley. Et j'ai fait d'ailleurs un cours en ligne sur l'histoire de la Silicon Valley. Je viens d'enregistrer un cours de 10 heures sur l'histoire de la Silicon Valley. Ben écoute, tu connais très bien. Et nous, j'avais pris exprès un hôtel à côté du Union Square. Et tu sais, le quartier, la Union Square, voilà, il y a l'Apple Store aussi, etc. Voilà, exactement. Donc, mais il y a quand même assez, il y a beaucoup de SDF dans ce quartier-là aussi, énormément.
Et de l'autre côté, on allait on visitait Facebook, Google, et on avait plein de paillettes. Et puis on revenait à la réalité, tu vois, d'un peu des States, c'est marche ou crève, tu vois. C'était un peu ce que je voulais qu'ils comprennent. Aujourd'hui, la Silicon Valley est en crise. Hein. C'est d'abord parce que tu vois, Musk est parti, Palantir est parti. Palantir est une boîte très prometteuse de la Silicon Valley. Tu as donc évidemment Apple, ils peuvent pas partir après qu'ils aient investi 4 milliards pour faire leur nouveau siège d'entreprise, mais la Silicon Valley, grand chose. voilà, c'est vrai, pour eux c'est des tous en homework. en plus voilà, ils servent plus à rien et bon. Mais fondamentalement le problème de la Silicon Valley, c'est que l'immobilier a explosé. Ouais. Et c'est pour ça que tu as autant de SDF. Tu as aussi le fait que la mairie de San Francisco a une réputation de corruption et d'inefficacité qui est assez grande, hein, quand tu regardes depuis très longtemps. Pendant longtemps, comme je t'avais dit, on disait pourquoi il n'y a pas de mafia à San Francisco. Bah, la réponse, parce qu'il y a déjà la mairie. Donc, bon, ça, c'est un problème fondamental de cette ville et de la zone de la Silicon Valley. Mais la raison pour laquelle elle a émergé, c'était au départ que c'était pas cher. Tu avais le garage de la famille Jobs, il s'était installé là, c'était un coin de banlieue. Et ce lieu de banlieue, c'est ça qui est fou, parce que la banlieue française, tu prends les banlieues en France, mais ça reste le problème non résolu. Tu vois, il y a eu une tribune des généraux en France spécifiquement à cause de ce problème, qui est un problème d'ordre sociologique, qui est un problème qui vient aussi de la mentalité de l'urbanisme du Corbusier, qui a dit il faut sortir de Paris les gens qui n'ont rien à y faire, donc on va faire des grandes barres de HLM où il n'y a rien à faire. Et en fait, il y avait la même chose aux États-Unis. C'était pas des barres de HLM, mais c'était des petites maisons, parce que la culture américaine dans les années 50, c'était qu'il fallait avoir sa maison individuelle. Mais essentiellement, c'était des maisons pour pauvres. Et c'est là-dedans que Steve Jobs a émergé. C'est là-dedans que Hewlett Packard a émergé bien avant Steve Jobs. C'est là-dedans qu'est venu s'installer Facebook. C'est là-dedans qu'ont émergé Google. Donc, pourquoi on n'y arrive pas, nous ? Pourquoi ? Et Molenbeek, c'est un bon exemple, parce que c'est Molenbeek, c'est pas l'immobilier le plus cher de la zone de Bruxelles, on est d'accord ? Non. Et ça émerge quand même avec différentes entreprises incubées et avec des gens qui sont formés au code. Bah, aux États-Unis, la force de la Silicon Valley, c'était celle-là. C'était que des gens arrivent. Parce que, tu sais, c'est un pays de pionniers. Donc, les patentes royales passées par l'État pour faire quelque chose, c'est pas dans la culture. Parce que quand tu es au fin fond de l'Arkansas et que tu dois creuser un puits, tu vas pas demander une autorisation au seigneur local de faire ton puits. En Europe, si. En Europe, tu étais en Hollande, tu voulais faire un moulin, fallait une autorisation. Tu voulais faire un puits, fallait une autorisation, fallait une patente royale. Cette attitude de la patente royale, de la suradministration en Europe, les Américains ne l'ont pas. Donc tu fais d'abord, et ensuite on verra. Et c'est ça qui fait que tu laisses percoler cette culture. Eh ben, tu as un mec, par exemple, celui qui a créé la société Yankee Candle Company. C'est bientôt la fête des mères. Yankee Candle Company, ils font des bougies. Et en fait, c'était un gamin, il n'avait pas de quoi offrir un cadeau à sa mère, alors il a fabriqué une bougie à la main, parfumée. Et cette bougie, il en avait fait plusieurs qui se sont vendues à ses voisins. Bah, avec le premier chèque, il a mis au-dessus de son garage Yankee Candle Company. En France, on rigole de toi. Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Là, on voit bien que c'est un garage, tu te fous de la gueule de qui ? T'es un bullshitter. C'est ce qu'ils adorent. T'es un bullshitter. Tu bullshit, tu mets Yankee Candle Company, moi je vois que c'est un garage. Et c'est ça la différence, c'est que le français, l'idiot, tous les Français ne sont pas idiots, mais les idiots qui ruinent la France, ils voient le garage. L'Américain, tous les Américains ne sont pas comme ça, c'est bien pour ça qu'il y a eu la Silicon Valley, mais les Américains de la Silicon Valley, ils voient la boîte milliardaire dans 10 ans. Ouais. Et ils acceptent de la voir. Ouais. Bon. Alors que l'autre, évidemment, l'autre imbécile, mais non, tu trompes personne, c'est un garage. Tu peux mettre, Yankee Candle Company, au passage, c'est une société qui a valu 900 millions d'euros. Ouais. Donc, le mec, il est parti de ses petits bougies parfumées. Aujourd'hui, ça a été vendu au groupe Jardin et je crois que c'était dans ces eaux-là, autour de 900 millions d'euros. Et ils ont des boutiques partout dans le monde. Aujourd'hui, tu en as jusqu'en Corée du Sud, tu en as jusqu'à Singapour. Voilà, la différence culturelle. Ouais, ça me rappelle l'histoire que tu racontes souvent avec les escargots anglais. Ouais. Avec les escargots anglais qui sont dans une marmite et ils ont besoin d'un couvercle. Et puis une autre marmite avec des escargots français sans couvercle. Et ils se disaient, tiens, pourquoi l'autre a un couvercle ? Parce qu'il s'échappe. Et pourquoi l'autre n'a pas de couvercle ? Ils disaient, parce que les autres escargots le rattrapent, en fait. Ouais. Ils ne laissent pas partir. Et le pire, c'est que ça existe pour de vrai. Tu vois, les pêcheurs, ils savent. Tu vas au stand, tu vas à Knocklezout, là, tu demandes à gens qui pêchent du crabe. Ils savent que quand tu mets des crabes dans un seau, tu n'as pas besoin de mettre de couvercle parce qu'ils sont tellement cons que dès qu'il y en a un qui monte pour essayer de partir, les autres le ramènent au fond. Et on appelle ça l'effet crabe. Ça existe pour de vrai. Et c'est pour ça qu'en français, on dit un vrai panier de crabes. Okay. C'est de là que ça vient l'expression un vrai panier de crabes. Et voilà, le fait qu'on ait transformé l'économie en un vrai panier de crabes,
le fait qu'on ait transformé l'éducation en un vrai panier de crabes, bah, ça a les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Dis-nous, Sarah. On nous demande ici, l'Azad nous demande, c'est quoi la solution pour combler le manque de talents digitaux? Car les ingénieurs développeurs continuent de suivre le cursus classique qui est trop lent. Excusez-moi. Je reformule sa question dans ma tête parce qu'elle n'est pas très française. Donc ils suivent le cursus classique qui est trop lent, plus le fossé se creuse. Oui, c'est vrai. En fait, vraiment, le monde universitaire n'évolue pas à la même vitesse, et en particulier en informatique, que le monde industriel. Et je veux dire, on le voit tellement que c'est Elon Musk qui a fait jouer un singe à Pong. C'est pas un mec dans un laboratoire qui est surpayé par l'État français ou par n'importe quel État. C'est Google qui a battu Lee Sedol au jeu de Go. C'est pas un mec de l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut de recherche en informatique et en automatique en France. Donc, c'est une réalité. Et ils veulent pas la voir en face, cette réalité. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup d'universitaires que je connais qui disent, si c'est pas publié dans une revue, ça n'existe pas. Je fais, mais Musk, il a pas publié. Il a juste mis un mec avec une caméra qui a dit, regarde, il y a Kiki le macaque qui joue à Pong. C'est tout. Bon, tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'y arrive. Donc, mais c'est pareil pour l'aérospatiale, c'est pareil pour, tu vois, faire reposer une fusée. Soit tu fais ton article dans une revue à comité de lecture pour que Smith 2012, ils disent, ah oui, peut-être qu'on peut reposer une fusée si tu me cites suffisamment. Bon, soit tu dis, tu te retrousses les manches, je vais reposer une fusée. Bon, maintenant vous la fermez tous parce que je sais reposer une fusée. Et le monde universitaire n'a pas accepté ça. N'a toujours pas intégré le fait que maintenant il y a le monde industriel qui est en train de faire de la meilleure recherche que lui, de la meilleure recherche. Et donc évidemment que c'est là qu'il faudrait former les gens. Alors, les écoles de commerce, elles ont quand même compris. Elles commencent à comprendre. Alors, des fois, je vois dans les écoles de commerce des livrables éducatifs, des tests qui sont complètement... À quel moment ça va lui servir à l'élève pour être... En plus, il est en école de commerce, donc on est tous d'accord sur le fait qu'il veut travailler dans le privé. Bon, à quel moment ce que tu lui fais faire, ça va lui servir juste... Bon, ok. Sachant qu'il paye 15 000 balles par mois pour son diplôme, mais pas de problème. Mais j'ai enseigné en école de commerce, c'était en partenariat avec l'EM Lyon et puis l'école centrale, et des fois je voyais des trucs, ça me rendait fou de voir que les profs demandaient de faire ça aux élèves. Je savais très bien que ça leur servirait à rien, et pire, je savais très bien que c'était le contraire qu'il faudrait faire une fois qu'ils seraient dans le privé. Mais donc, comment résoudre ce problème ? Mettre davantage l'enseignement au contact de la vraie vie. Des entreprises alors. Mais, des entreprises, si c'est pour des élèves qui vont bosser dans le privé, si c'est pour des élèves qui vont faire de la recherche biomédicale, il faut qu'ils passent plus de temps dans les laboratoires plutôt que dans les amphis. Il faut mettre les élèves en contact de la vraie vie le plus tôt possible, même si c'est pour des études longues, même si c'est pour un projet longue durée. À partir de quel âge? Alors pour moi, honnêtement, c'est pas compliqué. Tu regardes les prodiges, entre guillemets, Mozart, Arthur Ramy Andrizois, le plus jeune bachelier de France, il a eu son bac à 11 ans. Tu as eu un gamin de 14 ans qui a déchiffré dernièrement un alphabet toltèque. Donc un alphabet des peuples ancêtres des Aztèques, des Mayas, etc., qui n'était pas déchiffré. À 14 ans, il l'a déchiffré. C'est grâce à ses parents. Enfin, ses parents n'avaient pas réussi à le déchiffrer, mais ses parents le mettaient sur leur site archéologique. Donc eux, ils le mettaient sur leur site archéologique depuis 8 ans. Donc en fait, pour répondre à cette question, il faut voir ça comme un parent. À quel âge un enfant est-il prêt à voir le travail de papa ou de maman? Dès 3 ans. Ouais, c'est ça. Si tu veux exagérer, tu dis dès 3 ans. Bon, allez, dès 7 ans. Mais voilà, dès 7 ans. Tu peux commencer à apprendre des notions de finance à un gamin à 7 ans. Tu peux commencer, un papa trader, il pourrait apprendre des éléments de salle de marché à son gamin dès 7 ans. Sans problème. Ouais. Un gamin à 7 ans, il peut jouer à des jeux vidéo qui sont aussi abstraits qu'une salle de marché. Donc, avec des notions d'accélération, avec des notions de décélération, etc. Donc, si on répond à ça d'un point de vue administratif, ils vont dire non, administrativement, la case des 7 ans, c'est une case qui ne peut pas faire ci ou ça. Et ça, c'est l'école française. Par exemple, j'ai visité cette école en Belgique là, il n'y a pas longtemps, dont le nom m'échappe, mais c'était une école pour la jeunesse musulmane essentiellement. Mais elle est ouverte à tous. Mais tu vois, c'est ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'ils ne se sont pas dit on va faire une école pour la jeunesse musulmane qui va former de futurs musulmans. C'est quoi former, je sais pas. Mais on va faire une école qui va les amener au meilleur niveau. Donc, fuck it, si tu me passes l'expression, à 4 ans, il faut qu'ils sachent lire. Eh ben, à 4-5 ans, ils savaient lire. Bon, tu fais ça en France, et vous avez une Céline Alvarez. Voilà, vous avez une exilée française qui est là pour en parler bien mieux que moi, qui s'appelle Céline Alvarez. Tu fais ça en France, l'inspection, elle te sac. Elle te dit, mais non, on n'apprend pas à lire et à écrire à 4-5 ans, c'est interdit. Tu dis, mais pourquoi? C'est l'intérêt du gamin? Non, c'est pas l'intérêt de ton administration. Tu n'apprends pas à lire et à écrire à des enfants de 4 ans. Parce que c'est pas possible. Ou parce que c'est mal, en fait, t'as pas compris, mais moi je suis inspecteur ou moi je suis professeur au Collège de France,
Et donc, je sais mieux que toi. Donc, en tout cas, ton essai-erreur, là, n'est pas valable. Et ça te tue l'éducation. D'ailleurs, Céline Alvarez avait été, au départ, elle citait les travaux de Stanislas Dehaene. Il l'a lâché direct. Dès qu'il y a eu des problèmes avec l'administration, il l'a largué en race campagne sans la défendre. Parce que c'est ça quand tu bureaucratises l'éducation. L'intérêt des élèves n'est plus du tout la priorité. Ouais. Et dis-moi, c'est une question qui me vient à l'esprit. Imaginons que tu as une baguette magique, tu peux changer un truc dans ce système. Qu'est-ce que tu changerais? Je mets l'épanouissement au centre. Je fais en sorte que le système, il n'ait qu'un seul but quand il se lève le matin, l'épanouissement du prof et de l'élève. Parce que tu ne peux pas avoir l'épanouissement de l'élève si tu n'as pas l'épanouissement du prof. Clairement. Donc, je veux juste que toute l'administration... Alors, tu dis, mais comment on va faire? On arrive à faire décoller des Boeing, on arrive à reposer des fusées, on arrive à faire jouer un macaque à Pong. Sans manette. Sans manette. Tu penses vraiment qu'on ne va pas y arriver si on y réfléchit suffisamment à faire un système éducatif et administratif qui a comme seule et unique mission fondamentale l'épanouissement des élèves et des profs? Tu penses qu'on ne peut pas y arriver? Moi, je pense qu'on peut y arriver. Donc, puisqu'il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas y arriver, tu me dis, si tu avais une baguette magique, voilà, je l'ai, ping, c'est ça que je fais. Maintenant, tout le système éducatif dans n'importe quel domaine, qu'il soit pour la boulangerie ou le trading ou la physique quantique, il n'a qu'une seule mission, l'épanouissement du prof et de l'élève. C'est tout. Le reste, c'est secondaire. S'il a épanoui le prof et l'élève, je sais qu'il a gagné. Même s'il est en retard sur les programmes, même s'il n'a pas respecté les protocoles et les circulaires administratives, même s'il n'est pas conforme à l'idée qu'on se faisait, si l'élève est épanoui et que le prof l'est aussi, mission accomplie. Top. On prend encore une dernière question? Non? C'est bon? Je te remercie 1000 fois, Idriss, pour ton temps. Et je le répète, Idriss, il est venu spécialement à Bruxelles pour le Geek à l'autre bout du monde. Non, mais en même temps, attends, on est super fiers de ça, arrête. Quand je vais à Dakar et tout, quand je vais à Richard Toll pour les femmes Peul que je défends, là je comprends, mais c'est quand même, moi je trouve vraiment ça vraiment très noble de ta part d'être ici présent de manière totalement désintéressée pour venir inspirer. Dès que j'ai dit à Idriss, c'était pour inspirer des profs, des élèves, des directeurs à tout ce qui était éducation, nouvelle pédagogie et tout. T'as même pas hésité, tu m'as dit directement ouais. Et ça, j'ai envie de le souligner parce que c'est assez rare des gens qui ont ta charge de boulot parce que voilà, déjà depuis tôt ce matin, tu étais occupé. Ta charge aussi, ouais, j'avais une conférence avec l'accident ce matin. Donc voilà, tout ça, j'ai envie de le souligner. Je te remercie 1000 fois. Et je vous donne rendez-vous demain parce qu'Idriss, il est encore là. Nous, on continue le Geek Summit encore avec plein d'autres invités. Sur Game of Logos. Ouais, et donc si vous voulez voir en exclu Game of Logos, je crois pas qu'il y a des vidéos sur Game of Logos. Oui, t'as quelques dans des conférences, j'en ai parlé, j'ai montré quelques petits extraits, mais c'était la V1.5. La V3, les gars. Ouais, la V3. La V3. Hein. Développé en Belgique, bonhomme, hein, on oublie de développer. Soyez fiers, les gars, soyez fiers. Et donc là, le Geek Talk, le Geek Summit continue avec un prochain débat avec les personnes d'Agoria et Proximus. Là, moi, je vais libérer Idriss pour aujourd'hui parce qu'il a 10 000 trucs à faire et je vais le laisser gérer. Comme ça, demain, il est frais pour son talk par rapport à Game of Logos. Merci à toi, je te check à travers la vitre. Merci. Merci à toi, Idriss, encore et on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Ciao.